pour le bon ordre, que ce soit Delphine Lalu, après à ma droite, directrice de la RSE et des fondations à AG2R La Mondiale. Jean-Louis Bancel, président du groupe Crédit Coopératif, je viens pour Nantes, vous serez en trois plutôt. Albert Lottmann, directeur général de la Mutualité française, qui sera en 1. Et enfin Hervé Guider, directeur général de European Association of Cooperative Banks, EACB, qui est le quatrième de nos intervenants. Donc je passe tout de suite la parole à Albert Lottmann, directeur général de la Mutualité française, sur cette question de la biodiversité. Est-ce que y a-t-il un modèle unique au fond dans l'esprit de nos responsables, de nos dirigeants et de nos législateurs? Bonjour. Écoutez, moi je vais, pour répondre à votre question, je risque de ne pas être très original parce que je vais quand même beaucoup m'inscrire dans ce qu'a très bien dit Philippe Brassac tout à l'heure, sur lequel effectivement on se retrouve bien. La Mutualité française, c'est donc la fédération qui regroupe les mutuelles qui, pour l'essentiel, aujourd'hui sont autour de la problématique de la santé, avec des mutuelles de taille extrêmement différentes, des grands groupes mutualistes, mais aussi des mutuelles de taille intermédiaire, voire de mutuelles d'entreprise, etc. Et le ressenti collectif que tous les acteurs ont chez nous, c'est effectivement qu'on a répondu à un besoin de protéger le citoyen, le consommateur, la qualité du produit, en réponse à une crise de 2008 dont on a rappelé tout à l'heure quelle était l'origine, par la multiplication de réglementations qui alourdissent les contraintes et les charges qui pèsent sur l'ensemble des acteurs et qui est fondée sur un modèle de développement économique, un modèle de gouvernance qui est effectivement plutôt le modèle de gouvernance anglo-saxon, avec une mécanique de contrôle des risques dont le principe ne peut pas être mis en cause, et on ne le fait pas, et donc il y a voilà, on a nous le sentiment d'être d'autant plus légitime dans les critiques qu'on peut porter. On a été les bons élèves collectivement de Solvabilité 2 notamment, et de la mise en œuvre de ces règles prudentielles, mais on a le sentiment qu'on a apporté à des défaillances issues de mauvaises pratiques, qui sont des mauvaises pratiques plutôt rares, qui justifieraient sans doute des politiques de sanctions plus fermes, eh bien, une mécanique un peu de contrôle des risques parfois disproportionnée. Et en tout cas, pour nous, sur le risque santé en garantie annuelle, on a l'impression d'avoir des produits, que ce que proposent les mutuelles sont des produits plutôt appréciés, plutôt de qualité, sur lesquels les risques sont faibles. Et donc, il y a effectivement un sentiment de décalage entre les contraintes auxquelles, encore une fois, nous nous sommes adaptés et la réalité de l'objectif qui était poursuivi au départ. Tout ça entraîne un phénomène de concentration. Tout ça rend plus compliqué l'émergence de nouveaux acteurs. Tout ça aboutit potentiellement à une normalisation qui banalise un peu l'ensemble des acteurs, et avec une difficulté à faire appliquer le principe de proportionnalité qui est laissé finalement pour l'essentiel à l'appréciation des superviseurs nationaux. Alors, finalement, pour répondre à votre question, oui, on a l'impression qu'on a une difficulté à faire comprendre les spécificités de notre modèle mutualiste et la nécessité d'avoir des réponses qui finalement soient plus adaptées à la réalité à la fois des différents marchés, des différents types d'acteurs, des différents types de risques. Le modèle finalement mutualiste, il est très peu
peu connu. Nous, on pense qu'il y a un sujet d'éducation, finalement, de diffusion de cette culture. C'est pour ça que la question du modèle, finalement, mutualiste européen, Pervenche Berès disait tout à l'heure que ce n'est pas forcément le combat premier. C'est un combat qu'on n'a pas réussi pour le moment à mener, ou en tout cas à faire aboutir. Nous, il nous semble qu'il est quand même important parce qu'il y a un sujet en fait de visibilité et de compréhension de qui nous sommes. Je vais vous poser la question brutalement, mais les British out, ce sera plus facile? Je ne sais pas répondre à cette question. Ça ne sera pas plus difficile en tout cas. Moi, je ne sais pas répondre à cette question, mais on voit que globalement, finalement, notre modèle mutualiste, il est très répandu dans quelques pays d'Europe, mais il ne fait pas partie de la culture commune. Et que tant qu'on n'arrivera pas... Il y a eu ce fameux rapport Planteia qui a permis de faire un état des lieux de la situation des mutuelles en Europe, d'essayer de poser les choses, de montrer que l'essentiel des mutuelles répondait à tous les critères qui sont les critères de bonne gouvernance et de maîtrise des risques, etc. Ce rapport assez volumineux n'a jamais été traduit, est quasiment impossible à trouver sur le site de la Commission européenne, n'a pas été diffusé dans les différentes directions générales, etc. Donc il y a un sujet culturel et d'éducation et de bataille à mener de pédagogie. Et puis il y a ensuite, effectivement, autour de Solvabilité 3, on retrouve une marge là de discussion pour arriver à faire avancer cette idée, notamment autour de cette question de la proportionnalité qu'il faut peut-être mieux définir et mieux préciser et cranter, et en ne s'en remettant pas uniquement à l'appréciation de chaque régulateur dans chaque pays européen. On travaille très bien, je m'empresse de le dire, avec la CPR, et on a été entendu sur toute une série de sujets. On a cette notice sur les fonctions clés qui vient de sortir, sur lequel on a été largement consulté, etc. Mais on voit bien que tout ça est extrêmement fragile, peu cranté, et finalement très insatisfaisant pour une grande partie de nos mutuelles. Merci beaucoup. Je vous reposerai ma question sur le Brexit, parce que quand même, s'il y a un espoir pour le monde mutualiste, est-ce que c'est de voir partir l'agent, le chevalier de l'ultralibéralisme? Donc, est-ce que quand même, si ça ne marche pas, pardon, je serais très déçu. Alors on les accusait d'être les responsables, donc si oui. Quand les responsables s'en vont, si ça ne marche pas mieux, bon. Ouais. Juste un mot quand même pour dire que on peut penser que vous avez raison, mais j'avais un échange là avec cette semaine sur le sujet où on me rappelait que le commissaire Hill, lors d'une conférence là au mois de mai dernier, avait livré un certain nombre de pistes de réflexion autour justement de l'évolution de la réglementation sur la maîtrise des risques prudentiels, etc. Et qu'il avait fixé un cadre dans lequel il disait qu'il fallait que la législation soit appliquée de façon plus proportionnée. Et bon voilà, et donc finalement... nous, on pourrait presque se demander, est-ce que le départ du commissaire Hill, finalement, fait qu'un certain nombre d'orientations dont il finissait par être convaincu ne partent pas avec lui. Donc, vous voyez, la question, elle est effectivement, c'est plus facile sans l'influence anglo-saxonne un peu, qui peut-être ces dernières années a été un peu majeure, mais le sujet, il n'est pas que britannique. Bon. Delphine l'a lu. Un peu d'espoir, vous aussi. Oui, si, bonjour. En fait,
il y a 12 ans, quand j'ai rejoint le groupe AG2R La Mondiale, qui s'appelait La Mondiale à l'époque, les mutuelles d'assurance, les sociétés d'assurance mutuelle étaient confrontées à la transposition pas la transposition d'une directive, mais devaient appliquer la loi de sécurité financière et s'était déjà s'engageait à ce moment-là un certain nombre d'extensions qui concernaient les sociétés cotées. Et puis, dès cette année, c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à voir arriver la perspective Solvabilité 2. Donc ça fait 12 ans quand même qu'on travaille sur le sujet de la régulation financière et de Solvabilité 2. Et on a travaillé collectivement au niveau européen. On s'est beaucoup appuyé sur le Parlement européen et en particulier sur Pervenche Berès, qui a été très proche des assureurs mutualistes pendant toute cette période, et les personnes qui sont autour de la table le savent bien. Et on a travaillé aussi beaucoup en s'appuyant sur notre régulateur français, national. C'est-à-dire que sans l'autorité de régulation française, on n'aurait pas pu maîtriser progressivement et de mieux en mieux le sujet. Pourquoi je dis ça ? Parce que loin de moi l'idée de dire que c'est la faute de Bruxelles ou que Bruxelles est un lieu de technocrates qui s'impose à nous. En fait, il y a des... Bruxelles, c'est nous, c'est les États, c'est d'abord les États membres. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est les États membres, et c'est pas non plus alors la faute aux Américains aussi. Ça, on a entendu ça tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que dans tous les secteurs d'activité français, et là je ne raisonne plus en statut, je raisonne en secteur d'activité, on a dans chaque secteur 3 grands groupes capitalistiques, leaders mondiaux, qui ne défendent pas nécessairement les mêmes intérêts que 90% des secteurs d'activité qu'ils représentent, parce que ce sont nos porte-drapeaux. Le 80% restant, ce n'est pas seulement les mutuelles et les coopératives, c'est l'ensemble des entreprises. Alors, je crois qu'il faut changer de posture. Pour moi, il faut vraiment changer de posture. Il y a eu du bon, et il y a du bon dans Solvabilité 2. Il y a du bon dans la régulation financière. D'abord, il y a une ambition noble. Il faut reprendre les textes à la lettre. L'ambition, c'est la protection des consommateurs. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Et il faut qu'on renvoie en permanence les législateurs, le régulateur et l'Union européenne dans toutes ses composantes, à cette ambition initiale qui doit rester le fil rouge de cette régulation. Pourquoi ? Parce qu'on oublie un peu trop souvent ce fameux fil rouge, cette ambition très générale, très générique, et quand on entre dans le détail, les directives et les systèmes de régulation financière deviennent très techniques, très techno et échappent. Au point qu'on s'est tous concentrés sur la dimension strictement financière et technique de Solvabilité 2, et c'est souhaitable, et d'ailleurs la plupart de nos groupes sont prudentiels, enfin je veux dire les groupes mutualistes français sont prudentiels, ils ont fait le boulot, ils se sont organisés, aujourd'hui on n'a pas à rougir de la manière dont on s'est adapté à cette régulation. Ça a été aussi, ce qui a été intéressant, c'est que les groupes se sont mis à raisonner en cartographie des risques. Ils ont regardé leur activité autrement. Et là, il y a un effet aussi très intéressant, c'est que la réglementation nous a obligés à penser nos activités, l'organisation de nos activités, de nos process autrement, de manière positive et parfois de manière un peu lourde. Et c'est là où on a peut-être un point de vigilance à avoir, et j'en viens au 3e élément, qui pour moi est extrêmement choquant. C'est 1 an ou 1 an et demi seulement avant la mise en œuvre de la directive que nous nous sommes intéressés à la gouvernance, à la question des dirigeants effectifs, à la question de l'organisation des fonctions clés, des missions, des niveaux de responsabilité. Et je trouve que s'intéresser à la question de la gouvernance 1 an et demi avant la mise en œuvre de la directive, soit 10 ans après avoir commencé le travail, c'est extrêmement révélateur du décalage entre le discours et la réalité de nos organisations. Alors, je suis un peu critique, parce que dans ma génération, on est plein de jeunes, il y a plein de jeunes présidents, je vois Stéphane Junique, président d'Harmonie Mutuelle, qui est là, il y a plein de jeunes présidents et plein de jeunes directeurs et directrices dans les groupes mutualistes. Je ne sais pas par hasard si on a rejoint ces groupes. Ils répondent aussi à des aspirations de notre génération.
Et le c'est pas par hasard, c'est quoi? C'est que ce qui est très contraignant pour nos groupes aujourd'hui, c'est pas Bruxelles, c'est l'articulation entre le niveau européen et le niveau national. L'assurance est un secteur d'activité ultra réglementé. On a un problème de cohérence des dispositifs réglementaires. Ça, c'est un fait. Ce qui est exceptionnel, c'est que du coup, on assiste en ce moment à une réflexion assez profonde sur la question du droit. Dans nos groupes, les juristes sont nombreux, ils sont sous-exploités, sous-managés. C'est comme les RH d'ailleurs, c'est deux fonctions qui sont parfaitement non reconnues dans nos maisons, alors qu'on a besoin de forces imaginantes du droit, pour ne citer que Mireille Delmas-Marty, qui nous explique bien qu'on a des niveaux, des hiérarchies des normes qui ont complètement implosé et c'est pas fini. Donc, il y a un point très important pour nous, puisque vous nous posiez une question un peu prospective. Que devrait être Solvabilité 3 ? Alors, Solvabilité 3, c'est pas maintenant. Hein. Clause de revoyure en 2018, et puis on verra en 2032. Et très honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais dans l'élément prospectif, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas déconnecter toute cette question technique de la régulation financière du thème général de la journée qui est l'apparition du numérique, l'accélération de la dématérialisation, des simplifications liées à la technique et donc de la désintermédiation de l'assurance. Et là, la désintermédiation, c'est peut-être la disparition d'un certain nombre de modèles et peut-être pas les mutualistes, peut-être les modèles classiques plus mainstream. Et donc pour notre génération, c'est ça qui commence à être intéressant. Parce que moi, j'entends des commerciaux qui nous disent « chouette, on pourrait recréer des tontines ». Vous vous rendez compte quand même que toutes nos directions juridiques sont en train de supprimer des tontines, parce que ça fait 10 ans que j'entends dire que ce truc est pourri, pendant que on a des commerciaux qui disent « mais c'est génial, parce que on va faire de la mutualisation des risques autrement grâce à Internet, et donc on va recréer des collectifs mutualisés de tout petit niveau ». Alors il y a une part de fantasme, d'utopie, de naïveté, et c'est moi qui le dis, je ne suis que directrice de la RSE. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un immense décalage. Plein de réglementations qui pèsent sur un secteur assurantiel qui protège les consommateurs, et en même temps, des commerciaux au contact des consommateurs qui nous disent « mais les consommateurs veulent un peu autre chose ». Ils ne savent pas tellement ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent des choses contradictoires, sécurité, agilité, simplicité, mais on a des équipes sur le terrain qui remettent sur la table tous nos fondamentaux. Donc, la note optimiste, j'ai peut-être été un peu confuse, mais la note optimiste, c'est il se passe quelque chose grâce on va dire à la désintermédiation, au risque, au fantasme, aux perspectives, peu importe qui s'exprime, de la désintermédiation. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un truc vraiment intéressant, c'est la remise en cause et la réflexion sur nos fondamentaux. Et je crois, on a une conviction, je crois, c'est que le mutualisme n'est pas une idée ancienne, on n'est pas des petits players. Dans l'assurance, ils se portent plutôt bien au niveau mondial d'ailleurs. On a des progressions bien plus importantes que le secteur capitalistique. Et je pense que les premiers à devoir en être convaincus, c'est nous. Bravo, très clair. J'espère que le message sera entendu, même s'il est un peu choqué certains. Mais on parlait de vent contraire ou de vent en poupe tout à l'heure. Et là, vous nous parlez d'un vent intérieur, un grand souffle intérieur pour faire venir un peu de jeunesse dans un monde un peu vieillot. Voilà. Jean-Louis Bancel. Ni jeune ni vieux. Ah, si, ça y est, j'assume d'être passé de l'autre côté. Mais merci à Delphine d'apporter toute cette dimension qui est pour moi intrinsèque aux valeurs mutualistes. Et, voilà, cet esprit d'ouverture au monde. Alors je voudrais remercier bien sûr les animateurs de nous avoir conviés et rajouter par rapport à l'introduction qu'on avait, je rapporterai en conclusion comment j'essaye d'internaliser dans la démarche coopérative ou mutualiste un certain nombre de choses qui se passent autour de nous dans le monde. Et c'est un point sur lequel je voudrais aussi essayer d'apporter quelques éclairages. Ne restons pas entre Français parce que ces principes et ces valeurs coopératives, ils sont internationaux et les lectures, les interprétations sur la question de la diversité
ont leurs nuances par environnement social, environnement juridique, environnement historique, etc. Et je donnerai 2 illustrations tout à l'heure pour répondre indirectement à la question du Brexit et puis la relation à nos amis allemands, par exemple. Alors, moi, je voudrais d'abord mettre toute cette intervention sur la diversité sur une question très forte, et ça fait la transition avec la table ronde d'avant. Retrouvons l'esprit des Lumières. Nous sommes des Français, retrouvons l'esprit des Lumières, soyons voltairiens. C'est-à-dire, battons-nous pour qu'on ait la liberté de ne pas penser la même chose les uns les autres. Et donc, ma première action, c'est donc d'être un voltairien qui va dire, oui, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, qui ne voient pas le monde comme moi, il y a des problématiques de rapport de force, mais il est important que ça puisse continuer à exister. Alors, ça veut dire que ça nous enduit aujourd'hui sur la grande crise dans laquelle nous sommes, c'est la crise de la loyauté. La crise de la loyauté, et je vais l'appliquer à ce qui nous entoure et je vais l'appliquer à nous-mêmes. La crise de la loyauté, c'est d'abord que alors, c'est pas Bruxelles. Alors, tout à l'heure, j'ai compris et je comprenais la réaction de Pervenche, mais j'ai longtemps travaillé avec Pervenche, je continue à travailler. Quand on dit Bruxelles, nous, dans notre jargon, c'est pas forcément le Parlement. Et on sait qu'on est en grande partie écouté par le Parlement. C'est aujourd'hui ce système des pouvoirs délégués qui ont été transmis à une bureaucratie qui n'est pas loyale, je le dis, j'utilise des mots très très forts, à respecter le mandat qui lui a été confié. Tout à l'heure, quand Philippe Brassac évoquait l'histoire de la note de bas de page sur comité de Bâle, sur la définition des capitaux propres. En tant que président de l'Association internationale des banques coopératives, et tout à l'heure peut-être Hervé en parlera, je le dis, le comité de Bâle n'a pas respecté le mandat que lui a donné le G20 à Londres. C'est très clair. Le G20 qui avait été donné par le mandat du G20, c'était de respecter la diversité des modèles, et c'était explicitement la volonté qu'il y ait au moins 2 dispositifs, un pour les structures capitalistiques, un pour les structures mutualistes coopératives. Le comité de Bâle, qui est composé de gens qui se veulent indépendants, et ce qui renvoie, on va le dire tout à l'heure, à se reposer d'autres questions, n'ont pas respecté le mandat que leur ont confié les gouvernements. Bon. On a une autre illustration, et sans doute Hervé y reviendra. On vient de terminer un cycle de consultation qui se terminait la semaine dernière, où l'autorité bancaire européenne n'est pas loyale à son mandat. C'est une autorité délégante avec des pouvoirs, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc ces gens-là, il faut les rappeler à l'ordre. Et moi, je le fais en le faisant publiquement. Dans un système démocratique, il faut dire que cette autorité européenne, dont je ne conteste pas qu'elle existera, ne respecte pas son mandat, je vais expliquer comment, et ne respecte pas la hiérarchie des normes. Et c'est ça un état de droit. Alors respecter son mandat, c'est d'abord, dans une démocratie, d'expliquer pourquoi je réglemente. C'est pas parce que j'ai le pouvoir. On a fait la révolution en 1789 parce qu'on ne supportait plus l'absolutisme souverain. C'est parce que c'est mon bon vouloir. Pourquoi l'EBA fait-elle une nouvelle réglementation sur la gouvernance des banques alors que le texte actuel doit avoir 3 ans? Il doit y avoir dans une démocratie des bonnes raisons pour changer la règle. Soit parce que la règle n'a pas marché, soit parce qu'une autorité supérieure vous a demandé de changer la règle, mais ce n'est pas parce que j'ai le pouvoir. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, tous les parlements, lorsqu'ils sortent un nouveau texte, essayent de publier des exposés des motifs, des pondérations, pourquoi on le fait, etc. À la fin, il y a un vote, il y a une décision, mais au moins, il y a un débat démocratique. Faut-il faire la loi, faut-il pas la faire? Et comment faut-il l'écrire, etc. L'autorité bancaire européenne sort un truc, elle n'explique pas pourquoi elle pense qu'elle doit changer la règle. C'est même sidérant. Deuxièmement, aucun respect donc, de la hiérarchie des normes. Je vais en prendre 2 illustrations, et je pense que c'est très important de le dire. Il n'y a pas de respect du principe de proportionnalité, mais peut-être que tu y reviendras, Hervé. Voire même, je l'ai rappelé, on a fait on a énoncé une règle, enfin on a écrit en tant que COPFR, c'est-à-dire la fédération de toutes les coopératives françaises, pour rappeler que les principes coopératifs, donc, qui sont des principes
internationaux définis par l'Alliance coopérative internationale font partie des normes juridiques internationales reconnues par l'ONU et par l'Organisation internationale du travail. Ce qui fait que, et par ailleurs, le traité européen reconnaît les coopératives comme des entités spécifiques. Ça veut dire que toute autorité européenne et les États membres se doivent de s'interroger sur comment adapter une réglementation à la diversité des opérateurs. Je ne dis pas qu'il faut nous exonérer, ce n'est pas ça le sujet, mais il faut dire comment j'adapte la réglementation à ça. Ces gens-là expliquent mon mandat c'est de réguler. Oui, de réguler dans un état de droit, en respectant la diversité. Dernier point sur lequel je voudrais insister, il faut le dire publiquement, il y a un vice intrinsèque à leur raisonnement sur deux sujets clés à mes yeux, qui est tout d'abord, on ne peut pas nous expliquer qu'à la fois il faut que les dirigeants, enfin que les banques soient responsables, et en particulier ce qu'on appelle, pour prendre le jargon anglo-saxon, le bail-in, c'est-à-dire il faut renflouer quand ça va mal, et puis alors soudainement quand on parle de gouvernance, la contrepartie c'est qu'on ne doit même pas pouvoir être, quand on est propriétaire d'une banque, on ne doit même pas pouvoir être au conseil d'administration pour définir la stratégie et savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour ne pas faire que des conneries. Et donc, moi je le dis, et ces gens-là fabriquent tout ce qu'il faut pour qu'on ait les ingrédients anti-Europe, comme en 1789, ils prennent les gens qui vont être demain les sociétaires, les actionnaires des banques pour des cons. Voilà, moi je le dis très franchement, c'est-à-dire qu'ils sont bons à payer quand ça ne va pas, parce qu'il y aura des administrateurs indépendants qui auront fait que des conneries, ben, eux ils sont propriétaires, ils doivent payer, et alors en revanche, quand il faut être à la manœuvre pour dire « t'as pas le droit de faire ça », ah ben là non, on n'a pas le droit d'y être. Donc il faut le dire, il y a aujourd'hui une perversion, une dérive par rapport à la loyauté que l'on doit attendre dans une démocratie d'un système global de régulation. Dernier volet pour parler de nous-mêmes, parce que je rejoins Delphine. Ce n'est pas toujours les autres, c'est aussi nous. Il nous faut refonder notre légitimité. La démarche coopérative et la démarche mutualiste ne saurait se résumer à être un business. Ne saurait se résumer à être un business. Le slogan des coopératives à l'échelle internationale, c'est des entreprises pour un monde meilleur. Ça veut dire quoi, cette question du monde meilleur? Et donc là-dessus, il faut nous-mêmes réfuter les logiques du prêt-à-penser bêlé partout. Je prends un exemple, je n'ai pas le temps de le développer ici. Ça n'est pas une évidence ontologique et naturelle que l'activité de banque et d'assurance soit une activité économiquement à haute intensité capitalistique. C'est un mensonge. Enfin, en tout cas, ça mérite d'être démontré. On est censé être des gens rationnels. Pourquoi cette activité qui est caractérisée par le fait d'avoir beaucoup d'argent dans sa caisse, qui est une activité que de service, aurait besoin de beaucoup de capital à l'origine? C'est une question qui mérite d'être creusée. C'est pas arrêté, ça. C'est pas parce que, en cas de faillite, il faut bien pouvoir quand même rembourser. Alors, je vais prendre un exemple et ça va me permettre de parler un peu de dimension européenne. C'est très intéressant. Nos amis mutualistes allemands ont fait reconnaître par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité deux formes juridiques très intéressantes qui sont les coopératives allemandes Raiffeisen d'un côté et les autres qu'on appelle les coopératives Schutzdienst. Il y a eu un grand combat au XIXe siècle entre ces deux composantes qui aujourd'hui existent. M. Raiffeisen était opposé à la logique du capital d'abord. Et c'était parce que pour lui, la contrepartie, c'était la responsabilité de tous les membres, de tous les sociétaires. S'il y avait un déficit à la fin de l'année, tout le monde payait. Et il y avait en face de lui M. Schutzdienst, qui sont les banques populaires allemandes, qui disaient non, il faut de l'argent. C'est un sujet qui mérite examen profond. Aujourd'hui, on a fait rayer d'un trait de plume dans le secteur assurantiel, comme j'ai la chance de naviguer dans le monde de la banque et de l'assurance. Aujourd'hui, Solvabilité 2 ne reconnaît plus le rappel de cotisation comme un élément de la solvabilité de la structure. Et quand on essaie de dire pourquoi, démontre-moi, ah ben c'est comme ça, tu comprends, c'est des vieux trucs.
servons-nous de notre cerveau. Deuxième point donc, que je voudrais redonner, c'est pour nous-mêmes nous interroger sur la question du travail. Je pense que nous avons passé trop de temps entre coopérateurs mutuels à réfléchir, et moi-même j'ai participé sur la question du capital, oui, faut-il du capital, etc. Je rappelle que tout de même une entreprise, c'est la rencontre fructueuse du capital et du travail. Et donc c'est là où on rejoint la question, bien sûr, du digital, des nouvelles formes de travail, etc. Donc comment on mobilise le travail, et puis des hommes, et pas que des hommes, parce qu'aujourd'hui il y a la question des robots, etc., pour construire ce monde meilleur dont nous rêvons. Dernier point que je voudrais évoquer, bien sûr, c'est la démocratie dans nos structures, parce que je considère que nous sommes des composantes importantes de la démocratie, de la société civile, et donc il faut se poser des questions sur le choc du digital dans notre fonctionnement démocratique de nos structures. J'insiste de plus en plus, la démocratie, ce n'est pas le vote, ce n'est pas que le vote en tout cas, sinon à cette aune-là, M. Erdogan et M. Poutine sont des grands démocrates. La démocratie, c'est la délibération, c'est prendre le temps d'échanger ce qu'on fait là. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, etc. Et comment la question de la délibération est bouleversée par la problématique des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Est-ce qu'une somme de posts sur Facebook, ça fait une délibération? Je ne suis pas certain. C'est pour ça que j'ai engagé ma maison dans une nouvelle initiative que je pense potentiellement intéressante, je vais les voir juste après tout à l'heure, qui c'est cet incubateur non pas des fintech, mais des demtech, donc des techniques démocratiques, parce que je pense et je leur ai dit, c'est Romain Slutine, c'est nos amis de démocratie ouverte, je leur ai dit, je veux travailler avec vous sur qu'est-ce que c'est la démocratie en entreprise, qu'est-ce que c'est, et deuxièmement, c'est quoi l'enjeu démocratique pour les corps intermédiaires de la société civile. Parce que c'est bien beau de demander la démocratie à la classe politique, et qu'est-ce qu'on se fait pour nous-mêmes? Et donc voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est revenons sur toutes ces questions dehors, refusons le prêt-à-penser, le there is no alternative, c'est pas du tout la vision coopérative, mais c'est aussi se l'appliquer à nous-mêmes. Voilà. Alors je voudrais dire un dernier point sur la question du Brexit et de la démarche uniforme. Je voudrais plaider parce que moi je me rappelle, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, il y a 20 ans je traversais la Manche pour aller aider mes copains des Building Societies contre les démutualisateurs de l'époque thatchérienne. Et il faut que vous sachiez que chez nos amis anglais, j'ai des partenaires, j'ai des amis coopérateurs et mutualistes. Je ne vous cache pas qu'ils ont été assez désespérés du vote. Et donc, aujourd'hui, mon combat à l'intérieur de Coopérative Europe, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a peut-être demain la Grande-Bretagne qui va quitter, enfin le pays Grande-Bretagne qui va quitter l'Union européenne, qu'on n'était pas ensemble. On a créé ensemble, il y a plus de 120 ans, la France et l'Angleterre, l'Alliance coopérative internationale. Et donc, ce n'est pas parce que les Britanniques vont quitter l'Union politique européenne que nous n'aurons pas encore des choses à faire. Nous avons des tas de choses en commun. Et donc, je peux vous dire qu'ils sont très intéressés à ce qui se passe de ce côté-ci de l'Europe. Là, on a un sujet compliqué. On a du mal à se comprendre avec nos amis allemands qui ont leur vision de la coopération, du mutualisme. J'y ai passé des années, et on le sait, dans nos rangs, si on n'a pas réussi à faire passer la mutuelle européenne, c'est en particulier parce que nous n'avons pas réussi à faire converger nos points de vue entre Français et Allemands. Et j'ai milité, j'ai fait... Bon. Et donc, inlassablement, il faut que nous trouvions le chemin de pouvoir nous rencontrer, échanger avec nos amis allemands et de savoir comment on pourra faire prospérer, je ne sais pas quelle solution, mais d'autres voies. Il ne faut surtout pas couper les ponts, ni avec nos amis coopérateurs et mutualistes anglais, ni avec nos amis coopérateurs et mutualistes allemands, et tous les autres, hein, évidemment. Merci. Merci. Alors, on en vient à notre dernier intervenant, Hervé Guidère. Après ça, donc, je garderai 10 minutes vers midi 20 pour des questions dans la salle.
Et puis ensuite, je vous rappelle déjà que la prochaine conférence recommencera après le déjeuner à 14h. Mais donc Hervé Guidère, et je voudrais ensuite qu'on revienne sur l'Allemagne, parce que... Mais allez-y. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à cette 4e assise. Je suis là depuis le début des premières assises à Bruxelles, en effet, avec le commissaire Barnier, qui, entre parenthèses, et ça va peut-être vous choquer, n'a pas nécessairement été d'un grand secours dans la défense des intérêts coopératifs lorsqu'il était commissaire à Bruxelles, notamment à l'occasion de la transposition des accords de Bâle, sur lesquels je vais revenir succinctement, parce que, croyez-moi, c'est quand même très complexe, et je pense qu'à 12h15, on ne va peut-être pas trop aller dans le détail des accords de Bâle. Mon métier, je suis lobbyiste, tout simplement. Je sais que c'est une mauvaise image. Je suis lobbyiste et je dirige l'Association européenne des banques coopératives, qui regroupe tout ce que l'Europe compte comme organisation coopérative, à savoir les groupes français, allemands, autrichiens, italiens, espagnols, portugais, et j'en passe. Et ces groupes coopératifs bancaires représentent au total un peu plus de 60 millions de sociétaires. Je ne dirais pas 60 millions de militants, 60 millions de sociétaires. On peut se poser la question, mais n'a-t-on pas là des relais vis-à-vis des régulateurs, vis-à-vis des élus locaux pour promouvoir la forme coopérative? Alors je dis que j'étais lobbyiste, et ça va être, mon intervention, ça va surtout être des témoignages. Je ne vais pas rentrer, si vous voulez, dans des attaques à boulet rouge contre les régulateurs. Je les fréquente quasiment tous les jours. Alors c'est intéressant. Déjà, la mécanique de la régulation. Une des questions posées à notre panel, c'est que fait Bruxelles? J'ai envie de dire, pas grand-chose. On ne fait plus grand-chose en matière de réglementation prudentielle, parce que la réglementation prudentielle est discutée par le G20, et dans le G20, l'Europe n'est pas majoritaire. Ensuite, les orientations politiques sont déclinées au niveau technique par le Financial Stability Board, qui regroupe aussi les 20 plus grands pays. Puis on arrive au comité de Bâle, et seulement après la Commission européenne. Et lorsque Michel Barnier, lorsque l'accord de Bâle III a été adopté par le comité de Bâle, l'Europe a tout simplement dit « nous reprenons l'accord mutatis mutandis ». Peu importe l'impact sur les banques. Les Américains, on peut les critiquer, les Américains ont dit « halte là, nous, l'accord de Bâle III ne sera pas pour les petites et moyennes banques ». Or, aujourd'hui en Europe, l'essentiel des banques coopératives, le cœur coopératif, ce sont des petits établissements. Deuxième difficulté que nous avons en matière de lobbying, c'est la définition que nous pouvons donner à un groupe coopératif. Qu'est-ce qu'un groupe coopératif? Et croyez-moi, ce n'est pas une évidence. Lorsqu'un régulateur me dit « mais pour qui parlez-vous? Pour un groupe coopératif qui pèse 1200 milliards d'euros ou pour une banque coopérative qui fait 60 millions de bilan ?» Ce n'est pas du tout la même chose. Or, aujourd'hui, les grands groupes coopératifs, notamment français, ce sont des groupes qui comptent plus de 200 unités, 200 structures juridiques différentes. Imaginez le régulateur et le superviseur qui se penchent sur ce type d'établissement. Et grosso modo, il y a 3 modèles de banques coopératives. Il y a des modèles ou des groupes coopératifs qui sont très centralisés, tels que nous les connaissons en France, à l'opposé des groupes qui sont très décentralisés, par exemple en Allemagne, par exemple en Autriche, et puis des groupes, ou plus exactement des banques coopératives, qui restent seules. Malheureusement, elles n'ont pas d'avenir, on vient de le voir, avec les banques populaires coopératives en Italie. Ce que je peux dire aussi, c'est que, et pour répondre à vos questions, que doivent être Bâle IV et comment adapter la régulation. Ça va peut-être aussi vous surprendre, mais nous ne sommes pas opposés à la régulation, les banques coopératives. Nous ne sommes pas opposés à la supervision. Nous demandons à être régulés, nous demandons à être supervisés. C'est une évidence. Alors, l'image, Jean-Louis avait raison, ne nous limitons pas aux banques coopératives françaises. Il y a des banques coopératives qui viennent de faillir à Chypre,
en Grèce, en Autriche. Et compte tenu du poids des banques coopératives dans le financement de l'économie locale, je trouve, je m'adresse en nom personnel, mais je pense que je peux aussi, ça exprime l'opinion de l'association, que ces banques doivent être régulées et supervisées. La question ensuite, c'est quelle régulation et quelle supervision? Et quel est l'optimum en termes de supervision? Alors c'est très intéressant. Dernièrement, en 2016, le FMI a sorti une étude sur le sujet. Et le FMI considère qu'avec un ratio de solvabilité qui rapporte les fonds propres sur les actifs pondérés par les risques, un ratio de solvabilité de 15% permettrait ou aurait permis d'éviter 80% des crises depuis les années 70. 15%. Aujourd'hui, dans la nouvelle réglementation Bâle III, nous atteindrons des ratios qui iront jusqu'à 22%. Qu'est-ce que cela signifie pour une banque coopérative? Alors c'est très simple, je reviens à Bâle. Parce qu'on parle de Bâle 4, ce qui signifie que c'est Bâle 4e génération. Il y a eu du Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3. Bâle 1, c'est 1988. C'était le premier ratio de solvabilité à 8%, fonds propres sur les actifs. Aujourd'hui, le ratio de 8% dans Bâle 3, il passe à 10,5%, soit une augmentation de 30% des fonds propres. En y intégrant donc les coussins tels qu'ils sont prévus pour faire face aux crises et pour absorber les pertes, donc 23%, 4 fois plus que le ratio de Bâle 1. Ce qui signifie qu'une banque régionale qui, en 2007, disposait d'un montant de fonds propres de 1 milliard, devra, en 2020, réunir 4 milliards de fonds propres. 4 milliards, passer de 1 à 4 milliards. Or, aujourd'hui, le contexte économique, notamment les taux d'intérêt excessivement faibles, les tassements de marge d'intermédiation, ne vont pas permettre d'atteindre ces ratios. Les banques coopératives, généralement, ne sont pas cotées. Comment vont-elles faire pour lever du capital? Leur seul moyen, je dirais, d'atteindre ces ratios, c'est de faire du résultat et de mettre ce résultat en réserve ou de se tourner vers leurs sociétaires. Mais je veux dire, ce n'est pas un fonds, Jean-Louis, tu es praticien, ce n'est pas une ressource illimitée, le sociétariat. Donc, vrai problème. Une des solutions passera par une réduction des coûts. Mais les banques coopératives sont des banques de proximité. Donc, faut-il réduire notre appareil de distribution? Faut-il fermer des agences? Rabobank, aux Pays-Bas, vient de fermer 800 agences. Simplement à basculer sur les nouvelles technologies et donc automatise ces nouvelles agences en intégrant notamment les robots, etc., pour informer la clientèle. Autre défi qui se pose aux banques coopératives, c'est le niveau des créances douteuses et litigieuses. Les banques coopératives sont sur des marchés très très étroits. Aujourd'hui, lorsque les PME sont en mauvaise santé, le niveau de créances douteuses et litigieuses augmente et donc plombe leur rentabilité. Donc c'est un véritable défi, ce choc réglementaire qu'est la réglementation prudentielle en matière de fonds propres. Mais ce n'est pas le seul. Jean-Louis en a parlé. Nous avons aussi à faire face maintenant à de nouvelles règles de gouvernance. En un mot, le superviseur cherche à professionnaliser les conseils d'administration. Professionnaliser les conseils d'administration, à quel niveau? Et là, en effet, on rentre dans le domaine où se pose la question de la proportionnalité. Peut-on demander le même niveau d'exigence à un administrateur de l'organe central à un administrateur de la banque locale qui fait une centaine de millions de total bilan? C'est une vraie question. Et le superviseur européen, Banque centrale européenne, voit devant elle non pas la banque régionale, mais la banque régionale qui est affiliée à un organe central, c'est-à-dire un groupe, et ne fait pas de distinguo. Ça a posé un vrai problème pour les banques coopératives. Autre défi, et là les banques coopératives n'ont pas pris toute la mesure, je le dis avec beaucoup de sincérité, l'impact de l'union bancaire et l'impact de la supervision unique. Le superviseur francfortois est de plus en plus intrusif dans la gestion des banques, se dote d'outils très très fins et lorsque je discute
lorsque nous avons des échanges très fréquents, il ne faut pas croire que les portes sont fermées. Les attentes des superviseurs et du superviseur unique à Francfort, il est très simple. Votre modèle coopératif est-il viable? Est-il rentable? Est-il risqué? A-t-il une bonne gouvernance? Si les feux sont verts sur chacune de ces questions, j'ai aucune difficulté avec vos établissements. Je n'ai strictement rien contre le statut coopératif qui est reconnu dans le traité. Mais si vous n'êtes pas viable, si vous avez un niveau de risque important, si vous avez une mauvaise gouvernance, là, ça pose vraiment problème. Et malheureusement, les faits ne donnent pas tort aux superviseurs européens. Le troisième choc, je dirais, il est technologique. Ce sera un des thèmes qui sera abordé cet après-midi. Technologique, je ne parle pas nécessairement des fintech. Technologique, c'est-à-dire que le superviseur, les demandes des superviseurs de plus en plus fines en matière d'information sur les emprunteurs nous poussent à revoir grosso modo tous les 2 ans notre système informatique et d'investir de plus en plus dans nos systèmes informatiques qui plombent notre rentabilité et qui nous empêchent d'investir au profit de nos clients. Donc nous répondons simplement aux exigences des superviseurs. Alors quelles conséquences pour les banques coopératives? Une des premières conséquences que je vois, c'est l'accélération de la centralisation, de la consolidation et du renforcement de l'organe central au détriment des banques locales et régionales. Donc comment trouver le bon équilibre entre centralisation et autonomie des banques locales et régionales? Philippe Brassac l'a mentionné, le deuxième danger, c'est celui de l'alignement sur le statut de la société anonyme. Troisième conséquence, et ça n'a pas toujours été bien perçu par les banques coopératives, parce que c'est vrai, le profit n'est pas notre objectif en tant que tel, néanmoins, nous sommes confrontés à des impératifs de rentabilité et de maîtrise des risques. Et l'impératif de rentabilité n'est pas un concept qui est nécessairement bien vécu dans la banque coopérative. Conséquence sur les règles de gouvernance et sur notre modèle de banque coopérative, c'est-à-dire notre modèle de proximité. Quelles réponses pouvons-nous apporter maintenant à ces défis? Cela a été mentionné. Le premier, je dirais, c'est la conception même de la réglementation et l'introduction de la notion de proportionnalité. Personnellement, je suis un petit peu sceptique sur ce concept de proportionnalité. Je préfère, et de très loin, la subsidiarité, qui est totalement différent. Or, c'est passé, je dirais, de manière totalement transparente, un des chocs que nous avons connus depuis la crise, c'est-à-dire que le marché unique était bâti essentiellement sur la reconnaissance mutuelle des législations. Et ça nous arrangeait très bien, nous, banques coopératives. J'accélère, voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur la réglementation maximale. Deuxième, j'en arrêterai là puisqu'on me demande d'accélérer, la réglementation, on doit revenir grosso modo à l'article 1 du traité, c'est-à-dire une réglementation générale et qui n'est pas aussi tatillonne, c'est-à-dire une réglementation qui va dans la simplicité. Or, aujourd'hui, et je finirai par là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thomson Reuters qui analyse les changements et l'impact des changements dans la banque. Il y a 10 ans, on changeait chaque jour nos chaînes informatiques pour se mettre en conformité, grosso modo, avec 10 réglementations. Aujourd'hui, chaque jour, c'est 175 réglementations qui changent ou qui nous poussent au changement. C'est-à-dire, grosso modo, nous devons intervenir toutes les 12 minutes pour nous mettre en conformité avec la réglementation. Je finirai là. Merci beaucoup. Il faudrait là aussi un choc de simplification. Alors, il nous reste 5 minutes pour quelques questions. Préparez-vous. Levez la main pour appeler un micro. Mais d'ici là, moi, je voudrais redemander à Jean-Louis Bancel pourquoi on s'entend difficilement avec les Allemands. Quelle est leur conception différente de la nôtre sur laquelle on ne s'entend pas? Je vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est vrai que comme je suis président du comité mondial des principes coopératifs, je travaille beaucoup avec tous les pays, etc. Un des points qui est très, très illustratif, je pense, de la différence de point de vue, de démarche,
c'est que nos amis allemands sont très marqués par l'autonomie de chaque structure de base. Et c'est pas surprenant, nous, on est dans un pays colbertiste et jacobin. Et donc, et pour Hervé, c'est pas simple, hein, parce qu'à Bruxelles, il faut qu'il arrive à concilier le point de vue, là je parle essentiellement du monde financier, hein, il y aura encore d'autres problématiques dans d'autres secteurs, mais globalement, nos amis allemands ont monté des systèmes fédératifs de grande qualité, etc. Nous, on a monté des systèmes plus verticalisants, centralisateurs, on va utiliser les termes qu'on veut, avec le concept d'organe central. Alors, il y a deux choses à dire. C'est que d'abord, il faudrait que, et ça ne vient pas forcément des rangs coopératifs français. Il faudrait que la classe dirigeante française de l'intelligentsia financière arrête de dire que tout ce qui est le modèle des banques allemandes est mauvais. Moi, je ne comprends pas cette argumentation. C'est les mêmes qui m'expliquent, qui me parlent du modèle économique allemand. Un modèle qui est plein de succès ne peut pas prospérer sur des banques de mauvaise qualité. Ça ne veut pas dire que toutes les banques allemandes, pas plus que toutes les banques françaises, seraient paradisiaques, mais il faudrait arrêter de croire que le mode d'organisation beaucoup plus fédératif du système bancaire allemand est de moins bonne qualité que le système jacobin français. Deuxième point donc, qui est très important, c'est d'essayer de voir comment on fait jouer la solidarité à l'intérieur de tout cela. Et parce qu'on ne peut pas à la fois, et c'est là où je pense qu'il y a une contradiction interne au système, enfin de point de vue, nous Français, nous avons construit un système que pour la banque ou l'assurance, c'est une banque, je parle de la banque, ça ne peut pas faire faillite. Ça ne peut pas faire faillite. C'est ça, la loyauté de l'engagement profond. Bon, on peut dire que ce n'est pas le bon choix, etc. Mais nos amis allemands sont à peu près sur la même idée, avec des nuances. Voilà. Et donc là, il faut travailler sur ces questions profondes. Je voudrais juste rajouter un dernier point, parce que je l'ai oublié et que Delphine me l'a rappelé, sur les champs nouveaux qui s'ouvrent à nous. Il y a des tas de choses à travailler, et donc ça a été évoqué à travers les plateformes coopératives. Je peux vous dire que moi, je mène beaucoup d'actions pour que nous ouvrions les portes du monde coopératif aux questions des plateformes. Nous avons organisé au 3e sommet mondial des coopératives à Québec, toute une après-midi que j'avais organisée sur justement les plateformes coopératives, les plateformes, le choc plateforme et le monde coopératif. Je rééditerai ça d'ailleurs à l'Assemblée générale des coopératives qui se tiendra à Kuala Lumpur au mois de novembre. J'avais déjà fait venir Trevor Scholz et on en fera venir d'autres sur les Open Cooperativism. Et surtout, j'ai créé la COP des communs, qui est une structure associative qui fait converger les intérêts, enfin en tout cas les points de vue entre les gens des coopératives et des mutuelles et les gens des biens communs. C'est un sujet crucial sur lequel nous devons profondément travailler. Merci. Allez, 2 questions. J'avais vu, voilà, devant moi. Jean-Yves Bombassi, je préside l'Association française de gouvernement d'entreprise. Par rapport au premier panel, vous parliez de faire entrer dans le conseil d'administration les parties prenantes. Ma question, il y a une assemblée générale. Les parties prenantes doivent être actives lors de l'assemblée générale. Elles prennent des actions ou des participations, comme vous voulez, suivant le modèle bancaire. C'est à l'assemblée générale que les parties prenantes doivent se manifester. C'est plus simple que d'ouvrir des postes au conseil d'administration. Dans les conseils d'administration, pour les sociétés non coopératives, il faut une meilleure répartition entre les actionnaires, un tiers, les experts, un tiers, et les salariés actionnaires, un autre tiers. Dans le deuxième panel, j'aurais une double question. Vous avez parlé, M. Guider, de la régulation, la supervision des institutions financières. Quid des hors-bilans? Et quid de la séparation dans la banque universelle de la partie finance de marché et la partie d'arbitrage et de spéculation, le rapport Liikanen, etc. Quid des hors-bilans imposés par les normes IFRS, quid du statut de banque universelle dans le modèle coopératif et mutualiste? Je vous remercie.
Oui, je ne sais pas si on est tout à fait bien armé pour répondre au shadow banking. Alors, je vais reprendre une autre question. Est-ce qu'il y en a une à côté, juste le monsieur à côté. Essayez de poser une vraie question. Bon, Michel Roux, ancien banquier, ancien universitaire. Qu'avez-vous fait du statut de la coopérative européenne? Première question. Aviez-vous besoin du statut de la mutuelle européenne? Et enfin, pourquoi ne voit-on pas la création de coopératives avec ce statut de banque coopérative? Alors, je vais répondre en tant que COPFR est très impliqué. Premièrement, nous avons besoin d'outils juridiquement. La diversité passe aussi par la diversité des outils juridiques. Et comme je le dis toujours, quand on me dit mais en nombre, qu'est-ce que vous avez fait de la société coopérative européenne, c'est pas beaucoup. Combien y a-t-il de sociétés de commandite par action? Faut-il pour autant faire disparaître la catégorie de la commandite par action du code de commerce ou du code des sociétés? Ma réponse est non. C'est pas parce que quelque chose... Tout à l'heure, Delphine reparlait de la tontine. Je suis un farouche défenseur de l'idée de tontine avec ses limites. Aucun outil n'est un outil universel. Le robot magique du droit des sociétés qui fait tout mal, ça n'existe pas. Donc ça, c'est le premier point de réponse. Deuxièmement, a-t-on besoin, sur un certain nombre de choses, d'un statut comme la mutuelle européenne pour opérer? Non. C'est d'abord des problèmes d'ordre linguistique, culturel, etc. Ayant une longue carrière mutualiste et coopérative, il y a fort longtemps, quand le sujet a commencé à apparaître, quand j'étais au GEMA, j'avais réfléchi avec les grandes mutuelles françaises, et je leur disais, mais rien ne vous empêche aujourd'hui, avec la libre prestation de services, d'aller travailler, ou d'implantation d'établissements, d'aller travailler en Allemagne, en Italie, etc. Sauf que il va falloir apparaître comme italien en Italie, comme allemand en Allemagne. Donc il va falloir... bon, et donc ça, c'est ça le vrai choc. C'est pas d'abord le choc. Bon. Néanmoins, et pourquoi nous avons besoin, je défendrai tout de même, même si je pense qu'aujourd'hui la page est tournée et qu'il faudra repartir autrement, c'est sur la problématique des groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu profond, et c'est ça qui est très compliqué, on a des groupes et on a besoin de trouver... Dans ce respect d'une approche que j'appellerais allemande, il y a des mutuelles en Allemagne, des mutuelles en Italie, des mutuelles en Angleterre, etc. On veut faire quelque chose ensemble avec un outil européen. Eh bien, je le dis, et je le regrette d'une certaine façon. Si nos amis mutualistes, et une structure l'a fait, ils n'ont qu'un outil pour s'en servir, c'est de se servir de la coopérative européenne. Et donc, moi, je sais qu'il y a des mutuelles qui, pour avancer, faire un groupe mutualiste européen, sont passés par le biais de la Société coopérative européenne. Donc voilà à quoi ça sert. Non, mais juste un mot. Enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, tout à l'heure, encore une fois, Pervenche Berès disait c'est pas la mère de tous les combats, etc. Mais tant qu'on n'existe pas avec une forme juridique appropriée, sans faire de la sociologie administrative extrêmement poussée, on n'est pas dans le viseur. Et nos spécificités et nos contraintes, etc., ne sont pas prises en compte. Voilà, donc c'est pas une fin en soi, mais nous, on pense vraiment que ce statut de faire entrer le mutualisme, le mode d'entreprendre mutualiste dans le périmètre européen, ça permettrait de pousser derrière un certain nombre de sujets et d'être mieux concerté, entendu, etc. Parce qu'on a la conviction, tout à l'heure, il ne faut pas... on critique le régulateur, la surréglementation, etc. Mais il y a l'intérêt final du consommateur, de l'adhérent, etc. Bien entendu, mais on a la conviction que parfois la proximité, la petite taille n'est pas contraire à la défense des intérêts des uns et des autres, et que, au contraire, peut-être même par rapport à la maîtrise des risques, on a une bonne connaissance de son public, du terrain, une relation de proximité, c'est aussi une meilleure maîtrise des risques. C'est cette conviction-là qu'on veut arriver à pousser. L'assurance n'est pas la banque, l'assurance de santé à court terme, c'est pas de l'assurance sur du long terme, etc. Il y a des spécificités
multiplicité de métiers, de réalités, au-delà même de la gouvernance, qu'il faut mieux prendre en compte que ce ne l'est aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc on va arrêter là le deuxième panel. Merci madame, merci messieurs. Et je vous